En rédigeant des jugements rendus par des humanoïdes dans un pays où les citoyens peuvent désormais être notés en fonction de leurs bons ou mauvais gestes ou de leurs bons ou mauvais comptes bancaires. On appelle ça le crédit social. La Chine est vraiment le pays qui est en pointe de l'application, de la mise en application de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça, c'est pas une source d'inquiétude dans la mesure où finalement l'intelligence artificielle, elle va être un peu, en tout cas une intelligence artificielle un peu loin de la question des droits de l'homme notamment ou des libertés individuelles des protections des données personnelles? Bien sûr. Alors c'est marrant parce que moi je vois la Chine comme le plus grand laboratoire d'expérimentation mondiale sur l'IA. C'est-à-dire qu'ils font des choses que personne d'autre ne fait. Voilà. Ils appliquent. Ils appliquent sur des sujets et donc moi je regarde toujours, j'observe, j'analyse et du coup ça force tous les autres pays à se poser des questions et du coup à mieux se préparer. Concernant la justice, moi je suis très, très dérangée par ça parce qu'il suffit de parler avec un juge pour comprendre que la justice n'est pas qu'un ensemble de textes, mais c'est aussi de l'interprétation, de la compréhension du cas, de l'histoire de la victime, de l'histoire de l'accusé, des choses comme ça. Et je conseille aux gens de lire Beccaria sur la hiérarchisation des peines pour juste comprendre en fait que la justice ne doit pas être systématique. Donc voilà, donc moi je trouve ça inquiétant dans le cas de la Chine, mais je pense pas que ça arrivera chez nous. Je pense au contraire ça va nous forcer à réfléchir à ça et ça veut pas dire ne pas du tout utiliser d'IA. Ça veut dire que si on l'utilise dans des cas précis et peut-être à des fins particulières. Voilà, très simplement. Je ne sais pas si les juges chinois lisent beaucoup Beccaria. Ah, mais c'est vrai que ça correspond à un certain type de justice dans un pays autoritaire. Et effectivement, on peut peut-être remplacer par un robot. Où les citoyens acceptent très bien l'intelligence artificielle. C'est très intéressant ce que vous dites parce que je pense que ça reflète quelque part peut-être la justice qui était déjà présente de cette façon dans ce pays. C'est très intéressant. Donc ce serait culturel en fait. Mais justement, au fond, de voir que la Chine est un laboratoire et que l'intelligence artificielle soit en test grandeur nature dans un pays qui est une dictature, est-ce que c'est pas inquiétant pour la généralisation de l'intelligence artificielle ailleurs? Vous avez raison, c'est inquiétant, mais encore une fois, je ne pense pas que ça va traverser la frontière. J'en suis vraiment. Après, c'est qu'est-ce que ces pays vont faire de ces technologies, qu'est-ce qu'ils vont en tirer. Après, vous savez, il suffit de regarder ce qui s'est passé à Hong Kong. C'est-à-dire que je pense que les gens, une fois qu'ils auront compris comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça veut dire pour eux, pour leur liberté, peut-être qu'il va y avoir un acte de rébellion individuel et collectif et qui peut amener en fait à des choses comme ce qui se passe à Hong Kong. Mais en tout cas, il faut pas se refermer sur soi-même. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut aller parler avec ce pays, aller parler avec les gens, voilà. La Chine est une des championnes en matière d'application, on va dire de développement de l'intelligence artificielle. Les États-Unis sont les champions en matière de recherche. Donc on peut dire qu'États-Unis et Chine sont les deux maîtres de l'IA. Qu'est-ce qu'a fait l'Europe pendant tout ce temps? L'Europe, elle est alors c'est vrai que si on compare les budgets, voilà. Alors l'Europe, elle est présente. C'est intéressant que vous disiez ça parce qu'il y a énormément d'Européens. On prend le cas de la France, par exemple. Même si moi, je pense qu'il faut toujours parler de l'Europe, c'est important. La France, il y a plein de Français à travers le monde qui travaillent en IA et qui redonnent à leur pays d'une manière ou d'une autre, qui collaborent avec des services français. Donc il faut quand même s'en rendre compte. Yann Lequin, Grégory Renard, plein, mais c'est impressionnant. Je ne sais plus s'il est toujours actuellement. Par exemple, l'ancien directeur du département de sciences informatiques de Carnegie Mellon en Pennsylvanie, qui est le plus gros département de sciences informatiques des États-Unis, est français. Voilà, la France est présente à travers le monde et elle redonne à la France. Cela étant dit, c'est vrai que les budgets ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est un gros point d'interrogation. Voilà. Et aussi, un point important. Alors, la France n'est L'Europe, moi, je ne suis pas pessimiste. C'est-à-dire que l'Europe, elle a des choses à faire, que ce soit dans la recherche, mais aussi dans la réflexion autour de l'applicabilité de ces outils. Et le RGPD en est un exemple. Et la preuve, c'est que les États-Unis regardent le RGPD, se posent des questions. Moi, j'étais à Bloomberg quand le RGPD était en réflexion et on se préparait à Bloomberg à avoir le RGPD parce que vu qu'on travaillait sur le territoire européen aussi, on devait avoir des outils qui étaient en conformité avec le RGPD. Donc, c'était assez passionnant. Et du coup, on réfléchissait en interne à savoir est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire, en fait. Voilà. Donc, je pense que ça va bouger. Après, en termes de recherche, moi, le seul point qui me fait peut-être un petit peu peur, c'est les budgets. Voilà. On ne met pas assez d'argent. Et aussi, un point, j'en avais parlé récemment dans un article dans Le Point, c'est qu'aux États-Unis, vous avez des grandes fortunes qui donnent beaucoup d'argent dans la recherche pour l'IA. Par exemple, Chasman, qui est le PDG de Blackstone, qui avait donné 350 millions de dollars, je crois, au centre d'IA du MIT, qui récoltait en tout $1 milliard. On ne voit pas beaucoup de fortunes françaises mettre de l'argent dans l'IA, dans la recherche pour l'IA. Et ça, c'est une question que je me pose parce que pourquoi ?
Et ce ne sont pas des personnes parce qu'elles donnent de l'argent pour plein d'autres choses, pour la médecine, et je pense qu'il y a peut-être un manque d'appréciation. Enfin, ils ne se rendent peut-être pas compte de l'impact de l'IA pour la société. C'est pas prestigieux non plus l'IA pour l'instant. Peut-être c'est peut-être une question de prestige. Je pense que je pense qu'il y a peut-être que nos grandes fortunes le voient sous un prisme déformant. Alors si elles écoutent aujourd'hui, je leur conseille d'aller mettre de l'argent dans la recherche pour l'IA parce que c'est un différenciateur économique et sociétal fort pour l'Europe. Et vous, à titre personnel, pourquoi être parti, vous installer aux États-Unis? Alors moi, je suis partie en 2009 après ma thèse, parce qu'en fait, c'est marrant parce que les gens disent beaucoup, oui, les gens partent à cause de l'argent. L'exode des chercheurs C'est pas vrai, français. on part pas à cause de l'argent, je peux vous l'assurer, on part en fait pour aller chercher une autre manière de travailler, ce qui était mon cas. C'est-à-dire, vous savez, j'avais 26 ans, donc on est un peu jeune, on sait pas trop, l'argent n'est pas forcément sa priorité, je vais être honnête, hein. Surtout quand on sort de thèse et qu'on n'a pas forcément gagné beaucoup durant 3-4 ans. Mais moi, c'était vraiment une question de liberté parce que là, il y a une grosse différence sur la manière dont la recherche fonctionne en France et aux États-Unis. Il y a des inconvénients et des avantages des deux côtés, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une liberté lorsqu'on est chercheur, que ce soit quand on est jeune chercheur, j'insiste sur jeune chercheur, sur les sujets sur lesquels on travaille, sur comment on organise notre équipe, sur l'argent qu'on gagne pour ces travaux de recherche. Il y a une grande liberté qu'on a peut-être moins en France. Moi, en tout cas, c'est ça qui m'a fait partir. Et pourquoi vous ne revenez pas ? Alors maintenant, je vis entre les deux pays. Voilà. Et je le dis d'autant plus parce que les gens parlent de fuite des cerveaux. Et j'essaie de voir le verre à moitié plein, étant américaine de culture aussi. Donc, je dis qu'on a un rayonnement à l'international de nos talents. Et vraiment, j'insiste parce que moi, je rencontre plein de Français à l'étranger, enfin surtout aux États-Unis, au Canada, des gens qui redonnent à la France, je vous assure, par des collaborations avec des ministères, avec des entreprises, avec des PME, des grands groupes, bref. Et ça, il faut en parler, en fait. Et voilà. Mais pendant 10 ans, ces 10 dernières années, on a vu la Chine et les États-Unis développer l'intelligence artificielle, l'Europe beaucoup moins, comme on le disait tout à l'heure, l'Union européenne. Et là, vous dites encore, mais les budgets sont toujours insuffisants, quoi. Donc, est-ce qu'on peut encore rattraper ce retard ? Moi, je pense que oui, parce que sinon, c'est triste de dire que c'est pas possible. Donc oui, moi, je pense que c'est possible, mais il va falloir peut-être diversifier les sources de financement. C'est pour ça que je pense aussi à des financements privés. Par exemple, moi, j'ai travaillé mes 2 premières années de recherche aux États-Unis, étaient financées la moitié par le Centre national de recherche américain, qui est l'équivalent de l'ANR chez nous, et l'autre moitié, c'était par un fonds privé de donateurs privés qui finançaient la recherche sur le cœur. Voilà, donc il faut encore davantage essayer d'attirer de l'argent aussi des fonds privés, des donateurs.